Merci. Donc, José Rose disait tout à l'heure qu'il ne formulait pas de préconisation ou d'injonction quant à une politique d'insertion professionnelle au sein d'une université. Bon, cependant, il a quand même tracé un cadre, il a donné de grands axes. Alors, si on imaginait par exemple que son intervention soit sous la forme d'un QCM, l'objectif en quelque sorte de la table ronde, ce serait peut-être de voir si on a les réponses correctes à certaines des questions qui nous seraient posées. Pour cela, donc, on a invité autour de cette table ronde un certain nombre d'acteurs internes, évidemment, et il nous a semblé assez logique de partir non pas de la gouvernance de l'université, mais au contraire de ce qu'on pourrait appeler le destinataire final de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire l'étudiant, puisqu'il est évidemment à la fois au cœur du dispositif, mais il est la cible, dans le bon sens du terme, principale, bien sûr, de tout processus d'insertion professionnelle. Alors donc, nous avons un étudiant que je vais présenter, donc, qui est secrétaire général d'une association qui justement se préoccupe de la notion d'insertion professionnelle et des connexions entre les étudiants et le monde professionnel au sens large du terme. Nous avons ensuite des enseignants en composante qui interviennent sur la thématique de l'insertion professionnelle. Nous aurons un regard extérieur à travers une personne qui a le regard de l'entreprise ou du consultant en ressources humaines, donc et qui par ailleurs intervient à l'université en tant que professeur associé, donc qui a un double regard sur ces processus de connexion entre l'université et son environnement. Et nous aurons enfin, bien sûr, une vision plus centrale et plus politique. Et là, on revient à la notion de gouvernance avec la vice-présidente déléguée insertion professionnelle. Donc, nous avons choisi d'ouvrir le débat et la table ronde avec Guillaume Koch. Donc, Guillaume Koch est secrétaire général de l'association Média Droit. Donc, cette association dont il va nous dire quelques mots parce qu'elle joue un rôle et a une activité relativement atypique et particulière pour une association étudiante, puisqu'elle se préoccupe, je disais, donc d'insertion professionnelle, tout au moins de rapprochement étudiant-monde économique. Donc, la première question qu'on pourrait vous poser, d'une certaine manière, c'est que vous n'êtes pas une instance de l'université, vous n'êtes pas dans la gouvernance de l'université. Donc, de manière caricaturale, certains pourraient vous dire de quoi vous mêlez-vous quand vous parlez d'insertion professionnelle alors que vous êtes des étudiants. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Merci de nous recevoir ce matin et de nous donner la parole sur ces questions-là. Pour répondre très simplement à votre question et de manière peut-être un peu plus pragmatique que ce qui a été évoqué avant, c'était la démarche de quelques étudiants qui, dans la recherche de leur construction de parcours professionnel, se posaient des questions très simples. En droit, parce que c'est la composante de laquelle je suis issu, les grandes professions qui viennent tout de suite en tête sont les métiers d'avocat, de magistrat, de notaire, d'huissier de justice. Et donc c'est vrai qu'on partait plus de cette démarche-là, une profession, une formation, en tant qu'étudiant en termes de raisonnement. Partant de ce principe-là, les questions très simples qui se posaient à nous, c'était de savoir comment devenir huissier, comment devenir magistrat. Et les solutions qui nous tombent sous le coude le plus facilement, si je puis ainsi m'exprimer, c'est d'aller voir les amis de nos parents éventuellement s'ils sont dans le circuit. Partant de ce constat-là, on s'est rendu compte que le réseau était extrêmement important dans le domaine du droit et que nombre d'étudiants n'y avaient pas accès. Ça tient d'une part au nombre d'étudiants qui sont présents en première année de droit. Cette année, de mémoire, ils sont un peu plus de 1200. L'an passé, ils étaient 1500. Un contingentement a été mis en place cette année justement pour réguler un petit peu les effectifs. Et donc, partant de ce principe-là, étant donné que nous avions en tête cette démarche-là à titre personnel, nous nous sommes dit qu'éventuellement d'autres étudiants pouvaient se poser les mêmes questionnements. Et on s'est proposé de monter quelques initiatives justement pour pouvoir permettre de mettre en relation des professionnels du droit avec des étudiants par le biais d'une initiative qui était à l'origine de la constitution de l'association, qui était ce qu'on appelle des conférences métiers. C'est l'occasion pour nous de faire venir, de par notre réseau personnel, mais à l'heure actuelle aussi de par le réseau plus général de l'association, des professionnels qui interviennent tant dans le champ du droit lui-même qu'à l'extérieur du champ du droit. Je sais qu'on a notamment reçu un intervenant de l'APEC qui venait pour des questions plus générales d'insertion professionnelle. Bien, alors ce que vous évoquez, ce sont des missions qui évidemment bénéficient directement aux étudiants, mais alors la question qu'on a envie de se poser, c'est si vous l'avez fait, c'est parce que personne ne le faisait à votre place. C'est-à-dire, que faisait l'université, que faisait la composante? Est-ce que vous avez comblé un manque, un vide Sur ce point-là, on en revient aux problématiques qui étaient évoquées avant, qui sont celles des effectifs. On a, comme dans toutes les composantes, l'U du projet professionnel, qui à la faculté de droit se compose de la constitution d'un dossier par équipe.
Donc typiquement, c'est le choix d'une profession sur laquelle on va enquêter. Autre problématique qui se pose du coup auprès des étudiants, c'est la possibilité de rencontrer des professionnels qui sont souvent difficiles d'accès quand on n'a pas de réseau. On en revient toujours à cette problématique-là. Un manque au sein de la faculté de droit, je pense qu'il y avait peut-être des faiblesses. On a la chance d'avoir énormément de maîtres de conférences, donc qui sont des professionnels par ailleurs, notamment des avocats, donc qui peuvent, au cours de leurs interventions et de tout parcours qui est dressé, que ce soit en amphithéâtre ou également en travaux dirigés, un portrait de la profession et du contexte général du droit à l'heure actuelle en France en termes d'emploi, d'embauche et de perspectives d'avenir. Après, c'est vrai que de notre point de vue, on a eu une démarche très proactive. C'était d'abord à titre personnel et on pensait que pour les étudiants qui étaient dans cette démarche-là également, il était important de leur proposer des outils qui leur permettaient de se saisir d'une information qui existait déjà, qui était déjà disponible, peut-être un petit peu moins communiquée que celle qu'on met en place. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les conférences qu'on met en place interviennent sur un mode qui est quand même assez, entre guillemets, intimiste, puisqu'on se réunit dans une salle, on n'est pas dans un amphithéâtre. Il y a à peu près 40 étudiants qui viennent, on fait de la communication 2 semaines avant à peu près. Et donc c'est vrai que c'est vraiment des étudiants qui sont nouveaux dans cette démarche proactive, la volonté de découvrir un professionnel, une vision de la profession. Je sais que cette année, on avait organisé la conférence sur la profession d'avocat d'une manière un peu différente. On était parti sur un triptyque. On avait d'abord accueilli le bâtonnier l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, qui venait présenter la profession en général, la formation, comment y accéder. Et après, on est arrivé sur des problématiques beaucoup plus pragmatiques, qui étaient présentées par Maître Bergman, qui est un pénaliste à Colmar, et des avocats du cabinet Ernst & Young, qui est donc là dans une branche différente du droit, qui est la profession d'avocat conseil. On a vu que le public qui venait aux 3 conférences était sensiblement différent. Sur la conférence qui était peut-être un peu plus généraliste, présentée par l'ancien bâtonnier Maître Lutzorg, on était face à un public plutôt orienté en licence, qui pouvait se poser des questionnements peut-être un peu plus généralistes sur qu'est-ce que la profession, vers quoi me destinent mes études. Et quand on est arrivé sur des conférences peut-être un petit peu plus techniques, sur des matières plus précises, on s'est rendu compte que le public s'orientait plus vers des étudiants de Master 1, mais également de Master 2, qui eux avaient des questionnements peut-être déjà un peu plus aboutis dans leur réflexion. Et donc c'est vrai que c'est à ce niveau-là qu'on a vraiment réussi à centraliser la réflexion et à se rendre compte qu'on pouvait proposer des initiatives de manière très simple, en faisant venir des professionnels pour les étudiants qui avaient vraiment cette démarche proactive. C'est vraiment ce qui résume le mieux les activités de notre association et l'engagement qui est le nôtre à l'heure actuelle. Un point également, puisque vous êtes au sein d'une composante, comment se passe votre coopération avec la composante? C'est-à-dire, vous avez pignon sur rue, vous êtes identifié, est-ce que la composante vous associe à un certain nombre de travaux? Quelle est votre reconnaissance, d'une part par rapport aux instances et à la composante en tant que telle, et puis quel est votre, je dirais, impact sur le grand public étudiant? C'est-à-dire, Sur le grand public étudiant, ça se limite donc, comme vous l'avez dit, à la composante. C'est vrai que c'est difficile pour nous, dans le cadre de nos activités, de nous étendre trop avant. Par contre, c'est vrai que de ce point de vue-là, vous évoquez dans votre question un éventuel manque de la composante. Et c'est là que je pense qu'il est important de rétablir les choses, puisque la composante, que ce soit par l'intermédiaire du doyen, du cabinet du doyen, mais également tout le personnel administratif de la faculté de droit, nous offre véritablement toutes les possibilités pour qu'on puisse mettre en place nos initiatives. Ça passe par la faculté de réserver des salles extrêmement facilement, nous permettre d'avoir une couverture presse sur certains de nos événements, de par le biais toujours du réseau, mais également de nous soutenir dans d'autres démarches, que ce soit l'obtention de l'adresse administrative de l'association au sein de la faculté de droit. C'est des choses qui ont l'air très simples et qui peuvent tomber sous le sens, mais qui sont fortes d'impact. C'est vrai qu'on a pignon sur rue à l'heure actuelle, on a un local, on a une signalisation au sein de la faculté de droit, et donc c'est vrai qu'on bénéficie d'un total soutien et d'une vraie reconnaissance de la part de la composante, mais même encore plus avant du conseil de faculté, puisque notre second engagement porte aussi sur la représentation des étudiants. Pour nous, ça allait de pair, et c'est vrai qu'on sent de plus en plus, que ce soit de la part du personnel administratif, mais également enseignants, une reconnaissance pour le travail qu'on effectue, et les enseignants n'hésitent plus maintenant à collaborer avec nous sur des initiatives. merci. Alors, ça m'amène une remarque qui fait écho à l'exposé qu'on a eu de José Rose, à savoir que vous avez évoqué tout à l'heure la gouvernance d'une manière globale sur la thématique IP. Et finalement, le constat que je fais a posteriori, c'est que le chaînon manquant, si j'ose dire, peut-être dans le système de gouvernance que vous avez évoqué, c'est le cas échéant l'étudiant. C'est-à-dire l'étudiant
tout au moins quand il est représenté à travers une structure associative ou autre. Mais la question qui peut se poser, c'est de savoir comment mieux associer l'étudiant à la réflexion de l'université sur ce qu'est la thématique insertion pro et sur ce qu'on peut en faire et comment on peut la décliner. Et là, je crois me souvenir effectivement qu'il n'était pas nommément présent dans le système de gouvernance. Alors certes, il n'est pas dans les instances de gouvernance en tant que telles, mais l'activité comme celle qui vient de nous être décrite montre qu'il y a peut-être une place plus importante à accorder à des groupes d'étudiants ou à des structures étudiantes qui voudraient justement se préoccuper d'activités qui ne sont pas forcément les plus communes des associations étudiantes. Merci. Alors, avant de venir à l'université en tant que telle et à ses acteurs internes, nous avons un acteur qui est à la fois interne et externe d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Michel Rendler, donc qui intervient comme président ou dirigeant d'un cabinet de conseil en recrutement, en ressources humaines, et qui, je disais, intervient aussi notamment dans la filière sciences de la vie, dans le processus de préparation des étudiants à l'insertion. Donc vous avez un double regard, mais c'est plutôt le regard extérieur qu'on va interroger dans un premier temps pour savoir. José Rose a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas l'entreprise dans un sens générique, c'est-à-dire l'entreprise c'est quelque chose de tout à fait multiforme, d'hétérogène, etc. Bien sûr. Bon, cependant, vous qui connaissez des entreprises de grande, moyenne ou petite taille, TPE, PME, etc., la question qu'on peut se poser, c'est l'université pour l'entreprise ou la diversité des entreprises que vous connaissez, c'est quoi? C'est-à-dire en matière d'insertion pro, est-ce qu'elle est connue, identifiée? Est-ce que l'entreprise a l'impression que l'université se préoccupe de cette thématique, forme des gens à l'insertion, ou que ça reste encore quelque chose d'un petit peu confus? Bon, alors peut-être une petite précision. Ça fait 28 ans que j'interviens comme consultant en ressources humaines, donc en recrutement, en particulier par approche directe. Et je fais aussi du conseil en organisation d'entreprise. Les cabinets sont rarement amenés à recruter des jeunes diplômés, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un coût, il y a des honoraires, et que les entreprises imaginent qu'elles n'ont pas besoin de payer des honoraires pour avoir un jeune diplômé, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Ceci étant, en 28 ans de relations avec des entreprises qui sont aussi bien des très gros groupes style Alstom que des PME régionales, voire des TPE d'une dizaine, quinzaine de personnes, j'ai quand même pu acquérir une vision du marché du travail et de la demande qu'il peut y avoir dans les entreprises qui est assez complète. Alors, je reviens un peu sur ce que disait notre intervenant tout à l'heure. C'est quoi le monde de l'entreprise, au fond? Alors déjà, au niveau du recrutement, puisque on parle d'insertion, donc on parle forcément de recrutement, je dis il faut quand même distinguer deux types de personnes et d'intervenants. Il y a les gens des ressources humaines et il y a les responsables des services opérationnels. Alors les gens des ressources humaines, souvent, ont des formations universitaires à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils vont faire soit un ancien DESS, soit un master ressources humaines. Donc ils ont fréquenté l'université. Ils ont donc une vision qui est beaucoup moins fermée que les responsables de service. Les responsables de service sont très souvent soit des ingénieurs, soit des gens issus d'écoles de commerce. Alors pour eux, c'est très simple. L'université, ils connaissent quasiment pas. C'est très brutal ce que je vous dis là, mais quand on définit, je dirais, un canevas, un cahier des charges de recrutement, mes interlocuteurs opérationnels, en complément des interlocuteurs RH, ils n'envisagent même pas de prendre un master. Ils ne savent pas ce qu'il y a comme master. C'est la première des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'attend l'entreprise en général en matière d'insertion professionnelle? Disons déjà des jeunes diplômés qui aient effectué des stages. Alors là, on est en grand progrès, puisque quand même, si par rapport à il y a 15-20 ans, ça a quand même énormément évolué. On a au moins les gens de M2 qui font des stages de 6 mois. Reste encore à savoir dans quelle discipline, dans quel endroit ils passent les stages. Ça, c'est une vraie question. Et parfois même des M1 qui ont déjà passé un petit stage en cours des M1. Alors, je ne pourrais pas beaucoup vous parler des licences parce que je n'interviens quasiment pas dans ce domaine. J'interviens surtout au niveau des Master 1, Master 2 et des écoles doctorales. Alors, ce que voudraient les entreprises aussi, ce qu'elles attendent, c'est des filières qui correspondent réellement aux besoins des entreprises. Alors évidemment, on va rejoindre le débat qui avait été initié
par notre conférencier. Est-ce qu'on peut faire que des filières qui correspondent aux entreprises? Et est-ce que les entreprises connaissent réellement leurs besoins? De plus en plus, on a des associations de DRH ou des groupes de réflexion dans les ressources humaines qui collaborent avec les universités. Je crois qu'il y a des exemples bien précis pour monter des programmes ou construire des filières. Encore une fois, là, très souvent, ce type de contact se fait plus facilement avec des écoles d'ingénieurs et avec des écoles de commerce qu'avec l'université. Alors ensuite, je rejoins aussi un point qui avait été évoqué tout à l'heure. L'entreprise, elle attend aussi de se trouver en face de diplômés qui ont des connaissances, certes, mais surtout et aussi des compétences. Or, l'enseignement tel qu'il est effectué actuellement est très orienté connaissances et beaucoup moins compétences. Quand je parle de compétences, c'est des compétences qui peuvent être plus transversales. Gestion de projet, management, notion de base de gestion, etc., etc., qu'on ne trouve pas dans des filières, par exemple scientifiques, voire même littéraires, tout simplement parce que le programme d'enseignement, il est complètement axé sur la science, sur les lettres, sur le droit, etc., etc. Or, un des discours, on aura l'occasion de réaborder le sujet, mais je suis aussi professeur associé à la faculté de sciences de la vie, sur une discipline qui est l'économie. Donc, je suis tout sauf un biologiste. Et c'est une matière d'ailleurs où j'y comprends pas grand-chose, je dois bien l'avouer. Et donc c'était une nomination comme professeur associé qui est un peu originale, hein, faut quand même le dire. Mais je n'essaye pas de faire des cours de bio et je crois que j'ai une spécialité que mes collègues biologistes n'ont pas. Donc là aussi, je pense qu'il est important de pouvoir donner des connaissances qui sont autres que celles purement de la filière qui a été prise. Alors, je n'arrête pas de dire aux étudiants de M1 et de M2 à qui je fais des cours et que j'encadre par ailleurs sur des réflexions de projet, de dire, après votre master, si vous ne partez pas sur une thèse, faites un M2 de double compétence dans une autre spécialité. Alors, c'est un leitmotiv chez moi. Je le répète d'ailleurs après aux écoles doctorales, parce que le problème qu'on a en Master 2, il se pose pour ceux qui sont partis en filière de thèse, il se repose 3 ans après. Vous savez très bien que le nombre de doctorants qui intègrent définitivement la filière de recherche est relativement bas. Donc très souvent, le passage du master à la thèse, c'est reculer de 3 ans la problématique qui va se reposer par la suite. Donc même pour les docteurs, je n'arrête pas de dire envisager une année supplémentaire pour faire un M2 spécialisé, gestion de projet, management, etc. Ceci ne serait pas nécessaire si on pouvait intégrer dans des parcours de spécialistes scientifiques, par exemple, des matières de ce type-là. Et ferait que, parce que ça existe dans les écoles d'ingénieurs. Il y a des matières de comptabilité, de gestion qui sont enseignées aux futurs ingénieurs. Pour une raison très simple, c'est que dans une usine, la gestion de production, c'est de la comptabilité. Et que dans une usine, on veut savoir si les coûts sont respectés. Alors c'est quoi un coût? Comment on le calcule? Etc. etc. Ensuite, je dirais que effectivement, les entreprises attendent souvent des diplômés qu'ils soient rapidement opérationnels, hein, qu'ils aient du sens concret et du sens du résultat. J'insiste là-dessus. Je fais des bilans de compétences avec des M2, sens concret, sens des résultats, c'est pas forcément ce qui a été cultivé pendant les 5 années précédentes. Hein. Or, une entreprise, elle a toujours un objectif de rentabilité, un besoin de survie financière. Alors, évidemment, être rapidement opérationnel pour un jeune diplômé, c'est aussi une vue de l'esprit, parce qu'il faut quand même une période d'adaptation. Hein. Ça, c'est clair. Alors, là, je ne parle que de choses négatives. Bon, par contre, ce qui est apprécié par les entreprises par rapport à ce que l'université produit, si je puis dire, entre guillemets, c'est des capacités d'analyse et de synthèse, de la créativité, de l'imagination.
une capacité à développer des réflexions originales hors boîte à outils, parce que les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce ont des formations qui sont orientées boîte à outils. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent, dans telle situation, je peux enclencher ceci ou cela. Là, la particularité des universitaires, et c'est pour ça qu'on les envisage principalement dans les R&D, dans la recherche-développement, c'est cette créativité, cette capacité à innover, à trouver des solutions nouvelles. Bon, ça, c'est des points forts, mais ils ne suffisent pas pour alimenter, je dirais, un vivier de demande au niveau de l'entreprise. Oui. Pour vraiment aller dans le même sens, j'aimerais relater une petite anecdote que j'ai vécue la semaine dernière. Ah pardon, je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Donc je suis Monsieur Herbe et donc, j'ai été doyen de la faculté des sciences du sport de 2009 à 2014. Oui, donc je disais que la semaine dernière, je suis intervenu pour une fondation qui s'appelle Agisport, devant une cinquantaine de chefs d'entreprise. Et mon rôle, c'était d'expliquer, disons, quelle était la stratégie marketing que j'avais mise en place entre 2009 et 2014 pour la faculté des sciences du sport. Et pour aller un petit peu dans votre sens, je me suis quand même rendu compte d'un aspect qui m'a beaucoup surpris quelque part, c'est que les entreprises ne connaissent pas bien du tout l'université, mais pas bien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont sur des représentations vieilles, fausses, vraiment c'était très surprenant. On avait à peu près une cinquantaine de chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises, et c'était assez frappant de voir à tel point qu'ils fonctionnaient sur des idées qui étaient souvent fausses. Moi, ce que j'ai retenu, c'est 3 petits points. Ça va dans votre sens complètement. Hein. C'est ils pensent que les étudiants ne font pas de stage. Donc, ça ne se sait pas. Hein, voilà, ils ne le savent pas. Donc, pour eux, la première chose, parce que moi, je leur ai demandé vraiment très frontalement pourquoi ils ont des réticences finalement à aller chercher nos étudiants. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas d'expérience et ils ne font pas de stage. Donc j'étais quand même surpris parce que moi je peux vous dire en tant que doyen de la faculté des sciences du sport, ils sont plutôt souvent en stage. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Le deuxième point, on m'a dit aussi, c'était la question des langues étrangères, un niveau insuffisant en langue et des expériences à l'étranger insuffisantes. Bon, mais là aussi, je crois que l'université progresse, même si on peut aussi dire qu'on a des lacunes et qu'on peut faire beaucoup mieux, je crois. Et puis le troisième point, c'était la question de l'efficacité que vous avez soulevée tout à l'heure, où on m'a bien fait remarquer que un étudiant qui a fait un master ou un doctorat, c'est très très bien. Mais premièrement, ça leur fait des fois un petit peu peur. Et deuxièmement, parce qu'ils ont peur que ça va trop bouleverser un petit peu leur fonctionnement. Et puis, ils disent qu'il ne va pas être efficace. Enfin, ils ont cette représentation-là, en tout cas. Après, elle est fausse, elle est à moitié fausse. Bon, mais en tout cas, ces 3 points m'ont été rappelés de manière très, très nette. Et ça faisait relativement consensus dans l'Assemblée. C'était assez symptomatique. Oui, je pense d'ailleurs qu'un des meilleurs agents de propagation de la qualité de l'université, c'est le monde des cabinets de recrutement. Parce que nous, on est face à une pénurie chronique de candidats. Mais c'est incroyable. Malgré la situation économique tendue, le taux de chômage qui est extrêmement élevé, nos missions ont quasiment doublé en durée parce qu'on ne trouve personne. On est en manque total de candidats. On arrive à des présentations où en finale, on a une personne qui peut correspondre au profil, et non pas 3 comme c'était le cas dans le temps. Et on est obligé de convaincre notre client d'engager cette personne parce qu'on n'aura personne à la place. Alors, notamment dans quel domaine particulier ? Dans tout ce que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le technique, dans tous les domaines qui ont un caractère, je dirais, technique ou scientifique, c'est le cas. Et il y a plein de filières qui existent actuellement à l'université qui sont totalement méconnues. On a créé il y a quelques années, ça a été supprimé maintenant, les IUP. Hein. Les IUP ont eu un très gros succès auprès des entreprises. Avec un handicap, c'est que c'était du bac plus 4 et pas du bac plus 5 par rapport aux écoles d'ingénieurs. Actuellement, il n'y a plus d'IUP, il y a des masters pro.
Ces masters-là, il y en a qui sont très orientés technique et industrie aussi. Mais qui les connaît? Personne. Je n'ai pas un de mes interlocuteurs en entreprise, même pas les DRH, qui savent ce que c'est. Ils n'en ont jamais entendu parler. Oui, allez-y. Luana Quattruccelli. Juste... Ah oui, donc enseignant en grec ancien à la faculté des lettres et responsable de l'insertion professionnelle de ma composante et aussi responsable pédagogique d'une licence professionnelle guide conférencier. Je ne sais pas si c'était le moment pour intervenir, mais c'est pour une question qui a été soulevée par les deux interventions de mes collègues et qui est une question qui m'interpelle parce que je parle bien évidemment en tant que littéraire et notre approche par rapport à l'insertion professionnelle est tout à fait particulière, doit être conçue, je crois, avec du sur-mesure vraiment personnalisé, etc., etc. Et nos sentiers vont très souvent au-delà de tout ce qui est entreprise. Alors que, bien évidemment, on entend parler entreprise, entreprise, entreprise. Alors, la question que je voulais poser, soulever est la suivante. Alors, pour des entreprises qui, comme tous les deux vous venez de dire, n'ont aucune connaissance de l'université ou une connaissance partielle, réduite, basée sur des représentations figées, etc., etc. Est-ce que pour cette entreprise, l'université doit adapter ses formations? C'est-à-dire, je crois que l'université, au contraire, doit continuer de faire le métier d'université, bien évidemment, avec tous les parcours d'ouverture au monde professionnel, à l'insertion professionnelle, etc., etc., mais tout en restant université d'excellence, le plus possible de haut niveau, de sorte à fournir aux entreprises des systèmes de base capables après de s'adapter à toute forme de métier. Mais je ne vois pas comment c'est possible que des entreprises qui ne connaissent l'université, qui connaissent seulement une partie du fonctionnement, qui n'ont pas des rapports très étroits avec l'université, d'ailleurs peut-être c'est bien, pourquoi elles et comment elles devraient nous dire, nous dicter des... les manières d'adapter l'offre de formation. Peut-être c'est une petite provocation, mais c'est une question qui, en tant que littéraire, m'interpelle beaucoup. Oui, alors la réponse va être tout aussi provocante. D'abord, l'entreprise ne demande rien à personne. L'entreprise engage des gens et sa demande, elle s'exprime à travers la sélection qu'elle pratique. Donc c'est très pragmatique, hein, c'est même binaire, t'es pris, t'es pas pris. Point. Ça s'arrête là. Donc il est clair que les recruteurs, que ce soit les DRH dans une moindre mesure, mais principalement les cabinets, ont un rôle d'explication fort des cursus des candidats qu'on présente, en disant, tiens, là on vous présente un candidat, il n'est pas ingénieur, il a un Master 2 en génie des systèmes industriels, etc., etc. Alors là déjà on va me dire, oui mais il n'a jamais fait d'atelier. Ah ben si, parce qu'il y a des filières où il y a de l'atelier par exemple. Mais ça c'est notre rôle à nous. L'entreprise ne demande rien. Je n'ai jamais entendu de DRH ou de groupe de DRH ou l'association nationale des DRH dire, il faut que l'université fasse ça ou ça. Non, c'est un constat. Les candidats qui sortent de l'université, qui nous sont présentés, il leur manque ça, il leur manque ça. C'est très simple. On est dans un processus de filtre, de tamis. Il y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas. Hein, la problématique, elle est là. Parce que, tel que vous l'avez exprimé, ça me met en avant une question que je crois on avait l'intention d'aborder après. Hein, qui était comment peut-on rapprocher les deux mondes, entreprise et même pour la reformuler un petit peu de notre manière, à la lumière de ce que vous avez dit, la question c'est
Qu'est-ce que vous dites les entreprises, même si encore une fois c'est un terme qui est trop globalisant, C'est très disons, général, mais voilà, les entreprises n'attendent rien spécifique, elles ne conçoivent pas une demande formelle, une demande exprimée. voilà. Et elles ne connaissent pas forcément bien, voire pas du tout, comme disait votre collègue, l'université. Donc si on vous demandait qu'est-ce que l'université, notamment dans des filières qui ne sont pas en théorie les plus connectés avec le milieu de l'entreprise, qu'est-ce que 2 ou 3 choses immédiates et urgentes à faire pour que l'université soit mieux connue et perçue du secteur de l'entreprise au sens générique du terme? Alors, on fait quoi? Il devrait y avoir une communication un peu plus forte de l'université vers le monde des entreprises. Alors, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Nathalie Lenvec, c'est qu'il ne s'agit pas de faire une communication générale qui puisse toucher tout le monde. Je crois que différentes composantes, puisqu'on appelle ça en composantes chez vous, doivent cibler les secteurs où il y a des débouchés possibles et communiquer vers ces secteurs. Il y a des petits déjeuners qu'on peut faire, il y a toute forme de communication qui existe. Il y a à communiquer éventuellement, à organiser des séances avec la NDRH, qui est l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, éventuellement avec des associations dans d'autres métiers, si c'est les achats, il y a des associations d'acheteurs, de trésoriers d'entreprise, etc. Là, je vous parle d'entreprises qui sont un peu industrielles, mais il y a plein de choses qui sont possibles aussi. On parlait tout à l'heure, Madame parlait de formation pour des guides ou des gens comme ça. Pourquoi ne pas ouvrir des petits déjeuners vers des agences de voyage, des musées, des choses comme ça pour faire connaître. Moi, je viens de découvrir cette formation. Très honnêtement, oui, mais peut-être, mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez bien que pour un recruteur, arriver avec un diplôme de grec ancien, pour moi, c'est la planète Mars, quoi. Hein. Donc, mais oui, il faut dire les choses comme elles sont. Par contre, ça illustre encore un autre de vos propos, c'est que dans ces filières-là, il faut absolument être dans l'originalité. Mais cette originalité, elle est possible parce qu'il n'y a pas d'école d'ingénieurs ou d'école de commerce qui ont une spécialisation en grec ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aller sur des terrains particuliers. J'encadre en particulier et je forme des gens dans le cadre des écoles doctorales pour leur expliquer ce que c'est que le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne, etc. J'ai dans le public des doctorants qui viennent aussi bien de physique, d'informatique, de chimie, des matériaux et parfois des philosophes. Hein, ou des gens qui font des lettres classiques. Et qui me disent après, mais qu'est-ce que je peux faire dans une entreprise? Alors je dis, le problème n'est pas de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans une entreprise, c'est de savoir vers quelle entreprise vous pouvez aller. Il y a des entreprises qui ont besoin de littéraires. Hein. Et alors par exemple, pour un philosophe, je ne donnerai que cet exemple parce que ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais pour un philosophe, je dis souvent, essayez de trouver un Master 2 en communication d'entreprise. Combien de gros groupes et j'ai été payé pour le savoir, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la partie communication d'une entreprise dont on a beaucoup parlé, qui est Alstom Power, la partie énergie, où j'ai recruté 4 ou 5 postes dans la communication interne et externe. Mais un philosophe qui a une formation en M2 de communication, il a sa place dans la communication interne, qui est chargée de créer, de maintenir une culture d'entreprise à travers le monde. Alors avec 2-3 langues, enfin 2-3, je vais être modeste, 1 ou 2 langues vivantes en plus, 1 ou 2 langues vivantes, il y a des postes absolument extraordinaires. Mais je crois que dans ces filières-là, il faut se dire que le salut est dans l'originalité et dans le sur-mesure. Par contre, dans les filières plus scientifiques, là, il y a des choses où on sait très bien que l'entreprise a besoin de gens capables de gérer des projets, capables de manager des équipes, etc. etc. Or, si vous regardez les programmes de ces disciplines-là, aucune matière n'est prévue dans ce domaine, quoi. Je suis obligé, effectivement. Bon, vous avez anticipé sur certaines questions qu'on posait, et puis, mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans Luana Quattrocelli, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la manière dont vous avez même présenté votre mission, puisque si
si on répète la formule, c'était enseignante de grec ancien, référente insertion professionnelle à la faculté des lettres. Et je dirais, je reprends l'exemple que j'ai eu tout à l'heure, il y a une vingtaine d'années, c'est vrai, quelqu'un qui aurait dit je suis enseignante à la faculté des lettres en grec ancien et référente insertion professionnelle, on serait dit il y a 2 cartes de visite, mais il y a 2 personnes différentes, quoi. Donc là, il me semble, ce qui m'intéresserait, c'est que dans une composante comme la faculté des lettres, avec les filières qu'elle recouvre, qu'est-ce qu'on met derrière le terme référent insertion professionnelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est un combat quotidien? Est-ce que c'est une mission qui est clairement identifiée dans la composante de par la direction de la composante, mais aussi par l'ensemble de vos collègues enseignants et enseignants-chercheurs? Est-ce que c'est passionnant ou est-ce que c'est éprouvant? Disons que là, pendant ces jours, je vous répondrai que c'est éprouvant. Mais bon, ma position, je peux vous assurer ma situation que j'adore. Je peux vous assurer qu'elle continue d'être un ovni aussi en 2014, complètement. C'est-à-dire que de manière, vraiment tous les jours, même avec les collègues qui sont les plus chers, avec lesquels il y a des liens d'amitié, donc de partage, d'expérience et de contenu, je continue d'être une anomalie totale. Bon, alors moi je n'ai rien contre les anomalies, j'adore. C'est bien d'être anormal, de se distinguer du groupe, tout cela, mais après on paye sur son propre dos. Surtout, on paye le fait que tout le milieu autour vous traite comme une étrangère, sans rien savoir de ce que vous faites réellement. Et donc, alors, pour répondre tout de suite à votre première question, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'on met derrière l'étiquette d'insertion professionnelle à la faculté des lettres? Eh bien, aujourd'hui, 3 octobre 2014, on a encore du mal à mettre quelque chose. Et en effet, la première mission que j'ai, aussi avec une collègue avec laquelle on voudrait travailler ensemble à cette mission, est tout d'abord de faire connaître et comprendre à notre composante qu'est-ce que c'est que l'insertion professionnelle. Et non pas parce que la faculté des lettres n'a pas d'insertion professionnelle, tout simplement parce que nous sommes les héritiers d'une situation qui s'est sclérosée pendant les années, c'est-à-dire une personne qui s'inscrit à la faculté des lettres, pour être prof ou au plus pour être chercheur en linguistique, en philologie, en je sais pas quoi, mais donc pour faire vraiment l'enseignement pur et la recherche pure. Or, c'est clair que cette situation n'existe plus, ça fait des années, et peut-être que l'une des raisons pour laquelle je me suis lancée dans cette activité et pour laquelle j'y crois profondément, est que pour mon parcours, j'ai déjà fait l'expérience que cette représentation n'existe plus, cette réalité n'existe plus. Je suis docteur en philologie classique, donc j'ai fait un post-doc en philologie classique, donc à la fin, mon parcours a réussi à prendre le chemin orthodoxe. Mais pour y arriver, j'ai dû faire un parcours tortueux. Je suis passée par au moins 5-6 expériences qui n'ont rien à voir avec ni la philologie, ni le grec, et ni l'université. Et donc, je suis parfaitement et j'en suis contente, parce que ce type de parcours m'a formée d'une manière très ouverte et aujourd'hui me permet de faire aussi ça, d'être helléniste, mais capable d'avoir une sensibilité et un intérêt pour la réalité concrète du monde du travail qui n'a plus rien à voir avec il y a 20 ans. Voilà. Alors, juste sur un point important qu'on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure à travers une question à José Rose, vous parlez d'anomalie, justement, et de perception par vos collègues, principalement, et y compris d'ailleurs par éventuellement les instances, mais par vos collègues. Est-ce que
l'éloignement, pour prendre un mot pudique, ou la distance par rapport à la notion d'insertion professionnelle dans le corps enseignant, c'est lié au fait que c'est quelque chose qui, en termes de carrière, n'a aucune valeur, si j'ose dire, en termes de reconnaissance, ou est-ce que c'est plus banalement parce que ça ne les intéresse pas? Ou que culturellement, ça ne correspond pas du tout à leur vision du rôle de l'université? Alors, il y a les deux. Il y a les deux composantes. Et en effet, tout à l'heure, j'aurais voulu poser une question à notre invité, donc peut-être je le ferai maintenant. Parce que parmi nos collègues, les deux sentiments sont absolument partagés. D'un côté, il y a le refus, je dirais, idéologique. Quand je parle d'insertion professionnelle ou de unité UE1, PPP, etc., la réaction est niette. Ça ne passe pas. Le plus classique est j'ai obtenu un concours comme enseignant-chercheur en latin, grec, français ou je ne sais pas quoi. Je n'en sais rien et surtout ce n'est pas de mon devoir de m'occuper d'insertion professionnelle. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais enseigner en termes d'insertion professionnelle à part être professeur de grec ou de latin? Donc ça, c'est la première composante et c'est, je ne veux pas dire insurmontable parce que sinon je serais désespérée et je n'en le suis pas, mais c'est ardu, c'est difficile d'aller contre ça. La deuxième composante est justement le manque de reconnaissance, puisque c'est tout un travail qui n'a pas je dirais, de visibilité dans les concours, dans la carrière. Les très peu de collègues qui sont disponibles à commencer au moins ce type de discours, immédiatement après s'enferment quand ils me posent la question, oui d'accord, mais tout cela, pour moi, sert à quoi? Qu'est-ce que je vais avoir? Parce que si je veux postuler pour le concours de prof, tout cela ne se verra pas. Et en même temps, au niveau de récompenses budgétaires, ce sont des équivalences en termes d'heures, parfois données par nos doyens qui sont généreux, qui font les sauts pour les avoir. Donc vraiment, il n'y a rien. Et alors les collègues, au final, me disent, bon, enseignant-chercheur en grec, je parle de ma matière, en grec. Donc, je n'en sais rien de ça. Cela ne m'intéresse pas. Je n'ai aucune reconnaissance. Dans mon concours, ne servira à rien. Donc, alors, pourquoi faire cela? Et c'est difficile. Alors, justement, la question que je voulais poser tout à l'heure était la suivante. À part le fait d'arriver à des reconnaissances statutaires pour les concours, donc pour cela, il faudra attendre beaucoup parce que c'est l'université, le ministère, blablabla. Est-ce qu'on ne pourrait commencer à un niveau plus local, je dirais, donc dans les universités, dans les composantes, à penser à des formes de visibilité, de officialisation de ce travail, de sorte que les personnes qui font ce travail ne soient pas dépréciées par leurs collègues, parce qu'on subit aussi ça. Hein. C'est-à-dire, tu t'occupes d'insertion professionnelle, donc tu ne fais même pas ton travail. Parce que pour faire par exemple, au moins l'année dernière, avec le doyen de ma faculté, on a refondé toute la unité 1 de PPP. Et bien évidemment, pour travailler à cela, j'ai employé beaucoup d'heures sur ce travail. Et les collègues m'ont clairement dit, tu ne fais rien, ni pour l'enseignement, et tu as arrêté de faire de la recherche, ce qui, entre-temps, n'est pas vrai, parce que je fais aussi de la recherche à côté. Alors, franchement, c'est ultérieurement désagréable. Et alors, je voulais justement soulever cette question de dire, bon, alors, commençons, avant d'attendre les concours ministériels, les tableaux, quelque chose déjà à l'intérieur des composantes, pour que les personnes qui s'engagent dans ce parcours qui est nécessaire
et qui est enthousiasmant. Je ne me rappelle plus qui le disait. Ce n'est pas seulement pour les étudiants que c'est important. C'est intéressant aussi pour nous. Moi, je suis contente de faire ça parce que ça m'ouvre, ça m'a permis d'avoir des contacts avec des mondes et des collègues, des personnes que je n'aurais jamais rencontrées en me limitant à faire du grec. Donc, c'est forcément enrichissant, vachement enrichissant. Mais voilà, commencer à donner des formes de petite reconnaissance. Bon, je vous rassure, je ne vais pas vous fournir la réponse, mais je pense que Nathalie Leenweg aura plein de réponses tout à fait rassurantes et encourageantes. Donc, vous aurez la surprise tout à l'heure, je pense. Merci. Pardon. Donc, je redonne le micro à Gilles Herbe, alors, que je ne vais pas présenter comme une anomalie, je pense, parce que lui, effectivement, dans votre composante, vous avez déjà laissé entendre tout à l'heure que vous étiez dans une interaction relativement forte avec des milieux extérieurs. Et vous avez, donc, à l'époque où vous dirigiez donc, la composante, la faculté, vous avez finalement fait un travail d'adaptation ou d'évolution de l'offre de formation pour prendre en compte un certain nombre de besoins et pour prendre en compte au premier chef le critère d'insertion. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Adapter l'offre de formation ou faire évoluer plutôt l'offre de formation en fonction de ce critère-là. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, notamment par rapport au procès qu'on peut faire de façon subliminale d'instrumentalisation de la formation ou de trop stricte adaptation à des besoins économiques ou des besoins d'emploi? Alors, peut-être que je peux démarrer cette réponse en vous disant que pourquoi je me suis intéressé beaucoup à l'insertion professionnelle? Tout simplement parce que les facultés des sciences du sport partout en France subissaient dans les années 2000 une image assez désastreuse et une campagne je dirais journalistique qui a beaucoup fait de mal aux facultés des sciences du sport, puisqu'on disait qu'elles produisaient beaucoup de chômeurs et que face à l'attractivité de ces formations, beaucoup d'étudiants choisissaient d'entrer à la faculté des sciences du sport et beaucoup pensaient que l'unique débouché était le métier d'enseignant de PS dans les collèges et dans les lycées. Et bien sûr, dans ces années 2000, ce nombre de postes a beaucoup diminué. Et donc, on a dit on formait des chômeurs. Donc, c'était une situation qui était assez grave pour l'image des facultés des sciences du sport en France. Et c'est la raison pour laquelle on s'est beaucoup interrogé sur cette dimension. Que pouvions-nous faire pour changer un petit peu cette image? Alors, lorsque j'ai postulé pour diriger cette faculté, j'ai imaginé avec mes collègues un projet en 3 grands axes. Alors, je vais essayer de vous les décliner sommairement, et puis peut-être que s'il y a des axes qui intéressent plus les uns ou les autres, on pourra peut-être approfondir. Le premier axe, c'était de dire il faut que je renforce les compétences à l'intérieur de la faculté, parce qu'on n'a pas assez de personnes qui sont spécialistes du domaine, vous en parliez tout à l'heure, qui ont envie de s'engager dans cette voie pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Alors, pour pouvoir le faire, il fallait avoir une stratégie, parce que recruter quelqu'un, on le sait bien à l'université, si on recrute quelqu'un de spécialiste, ça veut dire qu'on ne recrute pas un enseignant. Donc il y a un choix qu'il faut faire. Alors pour donner une première piste du mandat politique que j'ai voulu mettre en place, j'ai commencé par m'entourer d'un assesseur chargé de l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est assez nouveau. Et là, évidemment, tout de suite, ça a fixé le paysage de ce que j'avais envie de faire. Un assesseur chargé de l'insertion professionnelle, ça veut dire que le mandat va être orienté sur cette question. Et la deuxième chose que j'ai essayé de faire, c'est j'ai essayé de convaincre les collègues, avec l'appui de cet assesseur, de recruter un ingénieur d'études chargé de l'insertion professionnelle. Donc tout à coup, et assez rapidement finalement, on s'est retrouvé avec une faculté, avec un assesseur chargé de l'insertion professionnelle, bien identifié, politiquement fort, professeur d'université, ça compte aussi, pardon, hein, c'est pas... Et puis un ingénieur d'études dont la mission est centrée sur l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants
Donc vous voyez que par ce démarrage, finalement, j'avais déjà fixé pas mal de jalons et un cap sur lequel on a pu travailler. Une fois que ceci a été fait, j'ai essayé de travailler dans 2 directions. La première direction, c'était les formations dites classiques. Hein, donc chez nous, la licence STAPS et ensuite le master STAPS et le doctorat. Alors qu'est-ce que j'ai essayé de faire par rapport à cette offre de formation? Première chose, j'ai essayé de la rendre lisible pour les employeurs potentiels. C'est-à-dire que quand on discutait avec les entreprises, ils ne comprenaient rien à la façon dont on était organisé. Nos diplômes, nos parcours, ils ne comprenaient rien à rien. Donc je me suis dit, il faut rendre notre formation lisible. Et donc j'ai recomposé ou redistribué l'offre de formation en 4 grandes filières qui correspondent à autant de secteurs d'emploi. Alors, je vous donne très rapidement un exemple. Une filière, c'était une filière management du sport, qui correspond au secteur de l'industrie du sport, de la distribution du sport, du marketing, de la gestion du sport. Une filière éducation physique, c'était notre filière historique, celle qui vise au métier d'enseignant de PS ou d'éducateur dans des collectivités, par exemple. Une 3e filière, c'est la filière entraînement. Donc là, c'était une filière qui va vers le mouvement sportif, hein, pour dire vite les choses. Et puis une 4e filière, c'était les activités physiques adaptées et la santé. Donc la problématique de la santé et puis l'adaptation des activités pour des publics particuliers. Donc 4 grandes filières de formation qui correspondent à 4 secteurs d'emploi avec des niveaux de diplômes dans chaque filière. Alors quand on avait construit ça, déjà on y voyait un petit peu plus clair. Et déjà quand on allait voir nos partenaires, on savait de quoi on parlait. Nous à l'intérieur de la maison, mais aussi les entreprises. Deuxième chose qu'on a essayé de faire assez rapidement, c'est donc de cibler des débouchés par rapport à ces filières. Quel métier on vise dans chaque filière? Alors là, je peux vous dire que ça a suscité beaucoup de débats, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des filières qui visaient les mêmes débouchés, les mêmes métiers, et donc forcément, ça veut dire que peut-être la formation était en décalage, etc. etc. Enfin, voilà, il a fallu faire un petit peu une clarté autour de ça. Voilà, la filière éducation, quel métier vous visez au niveau de la licence, quel métier vous visez au niveau du master. Et dans la filière entraînement sportif, eh ben, c'était d'autres métiers, mais à identifier. On a, pour ce faire, traduit un petit peu nos contenus de formation en termes de compétences. Et on a dit, voilà, on veut que l'étudiant il ait une sorte de portefeuille de compétences. Voilà, donc dans sa poche, en étant diplômé de licence TAPS, eh bien, il peut faire valoir un portefeuille de compétences qu'on a voulu assez resserrer. On ne voulait pas faire un très grand catalogue, mais vous allez voir qu'on a été très simpliste. On a dit, voilà, on identifie 5 compétences majeures qui sont développées dans cette formation et dans cette filière. Là aussi, je vous passe les débats qui nous ont pris des heures et des heures, parce qu'entre les partisans d'une idée et d'une autre. Et puis, troisième élément qu'on a mis dans cette réflexion sur les débouchés, c'était évidemment les fiches RNCP. On a essayé de coller aux compétences qui étaient indiquées dans les fiches RNCP, ce qui a aussi été un atout vis-à-vis des employeurs potentiels, puisqu'on a pu leur montrer qu'on était, disons, dans une réflexion sur les compétences, en tout cas. Ceci étant fait, nous nous sommes rapprochés de plus en plus des entreprises et nous avons voulu professionnaliser un petit peu nos formations dans les 4 filières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire professionnaliser la formation pour nous? Ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, ces 4 filières, on les a fait débuter un petit peu plus tôt. Alors, on a organisé notre offre de formation de la manière suivante. La première année de licence était commune à l'ensemble des 4 filières et on a débuté le choix des étudiants vers une des filières dès la 2e année, ce qui nous a permis de développer davantage de compétences, si on veut, puisqu'on a augmenté le temps de formation dans une des filières.
Donc ça a été un élément. Et puis on a invité de plus en plus de professionnels à intervenir dans notre formation, que ce soit des vacataires ou que ce soit des maîtres de conférences associés. Donc là, on a travaillé assez fortement là-dessus. Et enfin, on les a associés également dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui, alors à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais maintenant on appelle ça des conseils de perfectionnement, où on a essayé de réunir un professionnel, un étudiant, un formateur, pour discuter de l'offre de formation et des contenus de formation réellement. Voilà, j'essaie de synthétiser pour ne pas être trop long, mais quand même il faut que je parle des stages, parce qu'on a évidemment redonné une place centrale des stages à tous les échelons et à toutes les années de formation, puisque nos étudiants partent en stage en première année, en deuxième année, en troisième année, en master évidemment, avec des durées progressives. Alors ça va de quelques jours en première année, à 1 semaine ou 2 semaines en deuxième année, mais à 2 mois en troisième année, à 4 à 6 mois en master. Donc c'est un allongement progressif de la durée des stages. Et je crois que ça a été à la fois très très bien perçu par les étudiants, parce qu'ils ont envie d'aller en stage. Ça a été aussi pour moi un levier de discours, parce que j'ai pu un peu dire qu'on n'apprend pas que sur les bancs de la faculté, on apprend d'autres choses. Et vous savez, les enseignants-chercheurs, on a toujours un petit peu cette sensation de penser qu'il n'y a que nous qui puissions apprendre quelque chose aux étudiants. Alors on a peut-être un espèce de défaut, enfin, c'est un peu une caricature ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu comme ça. Enfin, moi, je le ressens un petit peu comme ça. Non, moi, je pense que l'étudiant, il va apprendre beaucoup avec les autres étudiants dans des travaux collaboratifs. Il va apprendre beaucoup quand il va aller sur le terrain in situ, au contact des entreprises ou des administrations ou du mouvement sportif, dans notre cas, etc. Donc ça, c'est un point qui nous a beaucoup rapprochés, bien sûr, des employeurs et des employeurs potentiels. Et nos relations avec les entreprises se sont améliorées. Pour ma part, j'ai énormément travaillé pour rencontrer tous les employeurs potentiels et pour leur expliquer ce que c'était la faculté des sciences du sport, notre nouvelle offre de formation. Et je me suis rapproché d'une manière très très forte des employeurs potentiels. Par exemple, le mouvement sportif. J'ai rencontré les présidents de pratiquement toutes les disciplines. Quand je dis j'ai, on a, avec mon équipe bien entendu, on a signé une quinzaine de conventions avec des ligues régionales. Qu'est-ce qu'elles disaient, ces conventions ? Premièrement, elles disaient on se reconnaît, vous existez, j'existe, on pourrait faire quelque chose ensemble. C'était déjà très important. Et puis sur cette question d'employabilité, j'ai compris que vos étudiants ont ces compétences-là. Nous, on a besoin de ces compétences également. Eh bien, on peut dealer et puis on peut s'entendre. Donc, je me suis rapproché beaucoup du mouvement sportif et j'ai essayé de faire descendre un petit peu l'université de sa tour d'ivoire pour la reconnecter, en quelque sorte, à la société, je dis ça un petit peu comme ça, ce qui ne nous empêchait pas d'apporter des connaissances de fond, des connaissances, je dirais, scientifiques, évidemment, à nos formations. Cela va de soi. Et mes collègues enseignants-chercheurs ont tout à fait été vigilants à ce que tous ces savoirs continuent à être enseignés à nos étudiants. Voilà ce qu'on a fait pour nos diplômes, je dirais, généraux, la licence STAPS, pour essayer de la redynamiser et de la connecter. Et puis parallèlement, je serai peut-être le moins long sur ce sujet parce qu'il va vous paraître plus évident, on a également construit de nouvelles formations dites professionnelles, c'est-à-dire j'ai renforcé les DUST. J'ai créé avec toute mon équipe 2 licences professionnelles. On a beaucoup travaillé avec Anne Benoît, qui est donc l'ingénieur d'études chargé de la formation professionnelle, sur des nouvelles modalités de formation, avec donc évidemment l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, etc. Donc là, il y a eu tout un travail. Et je dois le dire,
j'aurais été incapable de faire ça tout seul si je n'avais pas pu recruter Anne Benoît au départ de cette aventure. Et c'était ça le bon choix, je crois, au départ de cette aventure, qui a permis finalement de déclencher tout ça. Et je dois aussi ajouter, avant de repasser la parole pour ne pas être trop long, avec évidemment le concours de l'Espace Avenir, puisqu'il y a un lien qui est très fort entre le travail que fait Anne Benoît, l'Espace Avenir, les stages, tout ça, ça ne fait plus qu'un, au service de l'étudiant. Mais je crois que d'avoir une personne référente très très bien identifiée dans une faculté sur cette problématique, c'est important parce que l'étudiant, il a quelquefois du mal à se déplacer, ne serait-ce que pour traverser la rue, ou ne serait-ce que pour aller jusqu'à l'Espace Avenir. Je vois M. Achard James là-bas. Ça peut paraître peut-être un petit peu futile ce que je vais dire, mais c'est quand même un petit peu la vérité. Quand le chargé de l'insertion professionnelle il est dans le même couloir, on s'y arrêtera plus facilement que de se déplacer. Enfin, on peut le regretter les uns et les autres, mais on a fait cette expérience avec notre infirmière, par exemple. Nos étudiants pourraient aller au SUMS, qui est dans la rue à côté, mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Et dès lors qu'on a eu l'infirmière qui était à notre étage, ils y sont allés très facilement. Voilà, c'est un peu caricatural. Je ne veux pas dire non plus que tous les étudiants procèdent de cette manière, mais voilà, ça fait partie des petites astuces qui ont fait que ça a pu marcher. Merci. Je vous pose une dernière question, mais en vous demandant de bien vouloir répondre là, en une phrase précise, parce que j'ai vu que votre collègue de lettres avait pris beaucoup de notes. Alors pour qu'elle ne l'ait pas fait en pure perte, une question comme ça, oui ou non, est-ce que vous pensez qu'une stratégie comme ça de composante, dans votre discipline, elle est transposable à toute discipline? Alors, en lettres par exemple, mais c'est un exemple au hasard. Moi je suis convaincu que c'est possible. Je suis complètement convaincu que c'est possible. Mais je crois qu'il faut se donner véritablement les moyens de sa politique. Je crois qu'on ne peut plus faire dans le monde aujourd'hui où on est dans un monde de compétences avec des petits bouts de ficelle, en plus de ce qu'on fait d'habitude, à ses heures perdues. En plus, c'est pas reconnu. On peut plus s'improviser. Enfin, je veux dire, on traite avec des professionnels. Bon. Donc je crois que il faut se donner les moyens de la politique qu'on veut mener pour finalement engager une sorte de rupture culturelle et idéologique. Et ça ne peut pas se faire ni tout seul, ni un peu en plus de son travail. Enfin, je le dis comme ça. Je crois que cette problématique, elle doit irradier l'ensemble de la faculté. Elle doit toucher tous les services, toutes les parties de la faculté pour que ça puisse marcher. Je crois que ça ne peut pas être fait en périphérie, sinon ça n'a aucune chance d'aboutir. Pour moi. Voilà. Mais à ce prix-là, je crois que c'est possible partout. Voilà. Merci. Ça n'a pas non plus été, là, je vous le raconte aujourd'hui, ça n'a pas non plus été facile à la faculté des sciences du sport. Je vous rassure, ça a été des débats qui ont été longs et nulle part. Une vraie question, tu as eu des résistances très fortes, va-t-on dire, parce que tout à l'heure, Loana, on avait effectivement l'impression d'un chemin de croix quasiment, quoi. Donc, est-ce que... non, mais c'était la façon dont c'était présenté, c'était pas facile. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y avait des moments de tension au sein de ta fac? De tension, je dirais pas, de débat passionné, oui, mais je crois qu'aujourd'hui, dans ma faculté, tout le monde a pris conscience que c'était un élément... Dans notre faculté, on a pris conscience que c'était un élément peut-être vital pour la survie de notre faculté. Parce qu'il y avait cette pression de la société qui mettait à mal l'image de la faculté. Et face à cette pression, il fallait bien qu'on puisse réagir. Aujourd'hui, évidemment, ça constitue une fierté pour nous d'avoir pu le faire, mais je crois peut-être que c'était vital, peut-être. Eh bien, 5 ans. Voilà. Donc en 2019, tout est sur les rails.
Bien, merci beaucoup. Donc il reste finalement une forme de synthèse plutôt que de questionnement maintenant. Alors moi, je me suis non pas amusé, mais si un petit peu quand même, à noter un certain nombre de termes qui ont été évoqués soit dans l'exposé de José Rose, soit autour de la table ronde. Et puis c'est une série de mots que je trouve qui sont autour de la thématique insertion pro. J'ai entendu parler de la LRU, bien sûr, du volontarisme des enseignants, de la contradiction éventuelle avec leur plan de carrière, si j'ose dire, du rôle éventuellement de la gouvernance, c'est-à-dire de ce qui peut se faire au niveau central et au niveau du terrain, que sont les composantes, du BIP, de l'importance du lien avec l'environnement socio-économique au sens large. Et quand on met dans l'environnement socio-économique, on intègre aussi d'autres acteurs que les entreprises. José Rose l'avait évoqué tout à l'heure. On a parlé de politique de stage, on n'a pas cité, ou alors très rapidement, la thématique alternance, elle a été évoquée parce que c'est aussi un élément constitutif de l'insertion pro. On a parlé de lisibilité de l'offre de formation, voire de son évolution, de l'adaptation de l'offre de formation ou de son évolution, de la traduction en compétences, de difficultés, de freins, de blocages, de communication auprès des secteurs pour que l'université soit mieux connue, mieux identifiée, mieux appréhendée dans tous les secteurs, comme l'a fait par exemple la Fac des sciences du sport. Donc finalement, là, il y a une question toute facile pour Nathalie. C'est quoi une politique d'insertion pro à l'université ? C'est simple. Hein ? C'est tout ça. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ce sont ces différents aspects réunis en essayant de les organiser et parmi eux quand même de donner des priorités. Donc je voudrais de toute façon déjà commencer aussi par remercier José Rose, que je n'ai pas eu l'occasion de remercier tout à l'heure, et pour la clarté de son exposé, pour quelque chose à laquelle j'ai été sensible, la question d'une approche universitaire de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire on peut aider à l'insertion professionnelle des étudiants en restant dans une perspective et en n'étant pas heurté dans son identité qui pour nous est forte, il faut le dire, d'enseignants-chercheurs, tous ceux qui travaillent à l'université. Donc ce n'est pas trahir son métier ou sa vocation initiale que d'être dans une posture qui vise à aider l'étudiant à s'insérer. Et ce n'est pas seulement une question d'insertion, c'est François Goher l'a évoqué tout à l'heure, vous l'aviez dit au début de votre exposé. Je suis intimement convaincue, et vraisemblablement aussi parce que je viens d'un grand secteur, langue, lettres, etc., que l'université a d'abord une mission effectivement aussi humaniste, et que dans ce contexte-là, il y a la formation aux citoyens, il y a la réflexion, et effectivement aussi savoir se positionner dans le monde professionnel, social, etc., font partie de l'accompagnement de ce qu'on a aussi à apporter ou de ce à quoi on peut aussi former les étudiants. Donc ce n'est pas seulement une perspective purement utilitariste, bien entendu, les étudiants doivent trouver, on est là pour ça, les aider à trouver un emploi au bout, mais ça fait partie vraiment aussi d'une posture, d'une réflexion d'ensemble, et en ce sens-là, le travail que vous avez fait me paraît effectivement aussi essentiel. Maintenant, à partir de ce qui a été aussi dit au niveau des différentes interventions, je dirais que je note surtout je mettrai ici en avant aussi la diversité de l'université. Notre université s'est déclinée, s'est construite depuis 2009 sur un principe qui était celui de on garde cette diversité. On est encore 36 ou 37 composantes. Il y a une vraie difficulté, mais c'est aussi une vraie richesse, à mener aussi une politique d'établissement dans ce contexte. Il faut le dire. Donc du coup, on est là effectivement à la fois essayer de poser un cadre au niveau de l'établissement qui doit être suffisamment souple pour accueillir la diversité des pratiques, des expériences qui ont déjà été faites. Vous l'avez entendu, ne serait-ce qu'ici, les choix ont été faits en conséquence, mais ils représentent vraiment quelque chose au sein de cette université. On a quelques facultés qui sont à pas milieu, on ne va pas exagérer, mais effectivement qui ont certaines difficultés, qui sont un peu distantes de la question, même si effectivement progressivement elles s'y mettent. Et le fait que tu sois là, que tu aies une collègue ou deux avec lesquelles vous voulez partager cette mission d'insertion professionnelle dans une fac qui traditionnellement est plus fermée à ces questions-là, me paraît effectivement essentiel, sachant qu'il n'y a pas que la fac de lettres. Il y en a d'autres. Donc, c'est effectivement... Pourquoi ris-tu, François ?
effectivement avoir. Donc il me paraît essentiel effectivement de noter cette diversité, la diversité des pratiques qu'on vient aussi à peine d'aborder. On n'a pas ici parlé, ou très peu, et elles font partie de l'université, des écoles, des IUT, qui eux sont évidemment très avancés sur ces questions, mais on a à apprendre d'eux aussi. Donc il y a des échanges à faire à ce niveau-là aussi, pas au même niveau, c'est évident, mais ça peut donner des idées. Et je pense que les échanges, déjà, Louana, Gilles, Michel Rendler, peuvent déjà effectivement apporter un certain nombre d'éléments. En ce sens, le côté partage d'expérience, création ou recréation, parce qu'il existait, il manque de dynamisme, mais recréation, effectivement, redynamisation d'un réseau d'enseignants, mais aussi éventuellement de personnel administratif, d'insertion dans les différentes composantes, est un moyen, est une possibilité, est une piste, et je pense que ça va dans le sens aussi de ce que disait M. Rose tout à l'heure. Les correspondants insertion dans les différentes facultés peuvent jouer, effectivement, ou doivent jouer un rôle important. La question de Louana, quelle politique peut-on mettre, ou quelle politique peut-on mettre en œuvre pour les officialiser? Je ne sais pas trop ce que tu entendais par là. Est-ce que c'est une reconnaissance financière? Est-ce que c'est une reconnaissance, parce qu'auquel cas, effectivement, je ne vais pas te dire qu'actuellement, on a vraiment beaucoup de moyens. Donc, par contre, pas la proposition, mais la piste que Gilles avait évoquée, c'est-à-dire éventuellement qu'un doyen ait une action forte en ayant effectivement un enseignant, etc., chargé des questions spécifiques d'insertion ou d'orientation et d'insertion, parce que dans certaines facs, c'est ça, ça peut être une des pistes possibles. Après, c'est une volonté politique, effectivement, des canals. Ça, c'est sûr. Sinon, les autres axes que j'avais effectivement notés en termes de construction d'une politique d'insertion, ils ont déjà été largement déclinés par une politique de composante qui est aussi celle, mais pas uniquement, de la faculté des sciences du sport. La construction d'une offre de formation qui soit lisible, qui soit alors traduite en compétences, c'est un enjeu majeur et on va être reconfronté à cet enjeu d'ici très peu de temps. Et François en sait quelque chose puisqu'il chapeaute aussi ce chantier, la construction de l'offre de formation 2017, donc avec rentrée dans le nouveau cadre. Alors il n'y a pas que l'aspect déclinaison en termes effectivement intitulé des formations, etc., mais il y a bien aussi une volonté derrière de proposer un cadrage politique qui tienne compte effectivement d'un certain nombre d'éléments en termes pédagogiques, de compétences bien entendu. L'IDIP a un rôle à jouer dans ce cadre-là, puisqu'il va aussi proposer, ou il propose déjà des formations sur l'approche compétences, l'approche programme, etc. Donc là, les responsables de formation, les doyens, sont directement interpellés. Le chantier va commencer, est en cours déjà à ses tout débuts. L'intégration dans ce contexte-là, évidemment, de l'insertion dans l'ensemble de la problématique de la construction de l'offre de formation. Et effectivement, ce n'est pas un truc à côté, c'est à penser au sein même des formations, de l'offre qui est proposée. La valorisation des parcours étudiants en fait partie, on l'a dit, et ce n'est pas non plus seulement effectivement tout le côté technique, CV, lettre de motivation, mais bien l'idée mise en projet, réfléchir, être dans un processus permanent, et après le CV, la lettre de motivation, etc., sont des outils. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais par contre, se poser des questions, amener l'étudiant à... Et là, ça, c'est notre rôle. Effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui sont encore au début dans une posture d'élèves et qui attendent qu'on leur fournisse, qu'on leur donne. J'interviens moi-même massivement en L3, en LEA, de langue étrangère appliquée de ce côté-là. Et je vois bien, même là, c'est d'abord, on attend, les étudiants attendent. Bon, il s'agit de les mettre en position de sujet, effectivement, si possible déjà avant. Mais c'est effectivement toute une difficulté. Un des chantiers actuellement en cours, c'est effectivement tout ce qui est développement et reconnaissance. Alors j'ai envie de dire de façon générale de périodes qui se passent dans le milieu de l'emploi. Donc c'est effectivement le développement de l'alternance, et on a recruté notamment dans le cadre d'IDEX une chargée de mission alternance qui est ici dans la salle, Anne Stedley, qui aide aussi effectivement au montage de formation en apprentissage, alternance. Donc ça, c'est l'un des points forts, et ce développement-là fait partie effectivement d'un élément, d'une orientation générale. Tout ce qui est reconnaissance aussi dans la mesure du possible, là aussi c'est les composantes qui sont sollicitées, du service civique au sein des cursus, effectivement à la place ou en guise de stage ou en plus. Tout ça est dans une même logique qui vise la reconnaissance effectivement de tout ce que les étudiants peuvent faire ou peuvent acquérir aussi en termes d'expérience professionnelle. Et bien entendu la question des stages, qui est effectivement le serpent de mer qui revient régulièrement, enfin qui est là, c'est pas seulement un serpent de mer, mais j'adhère complètement. La question de la généralisation des stages à tous les niveaux
paraît extrêmement compliqué. Enfin, c'est même infaisable. Et on a en ce moment quand même, on est dans l'attente de décret d'application d'une loi sur les stages qui est sortie au mois de juillet, qui au contraire resserre effectivement la question des stages, l'encadrement, etc. Ce qui, ça, est plutôt une bonne chose, mais en même temps ne peut pas ou ne va pas aller dans le sens d'une généralisation. Et je pense que des stages effectivement de qualité à tous les niveaux paraissent effectivement difficiles. Même si certaines composantes l'ont fait, mais quand même, effectivement, tu l'as dit, avec effectivement ciblé quelques jours, des semaines, et effectivement, avant de passer à un moment donné où on devient vraiment opérationnel, c'est en L3 ou après en master. Donc là, ça c'est effectivement un chantier qui est immédiatement en cours et sur lequel on a déjà réfléchi, sur lequel on va redémarrer pour au moins donner au niveau de l'université quelques lignes d'orientation générale et pour que dans l'ensemble des cursus, en licence en particulier, la possibilité soit donnée à tous les étudiants, au moins qu'ils souhaitent, de pouvoir intégrer un stage par le biais d'une UE qui soit créditée, alors soit une UE optionnelle, une UE libre. Là, ça se discute, les terminologies, et puis effectivement avec un encadrement de ce stage et pas juste une signature, comme ça peut encore arriver, éventuellement d'un enseignant sur une convention de stage, l'étudiant va faire son stage et puis c'est tout. Donc qu'il y ait quand même, y compris sur des stages qui sont effectivement optionnels, qu'on puisse garantir à l'étudiant un accompagnement et effectivement un retour de cet élément, de ce stage. Et puis, Gilles l'a évoqué, on l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est le développement de partenariats, à la fois au niveau de l'espace Avenir, donc c'est un peu la démarche qu'a entamé l'espace Avenir. Et puis, il faut aussi dire que chez nous, enfin au niveau même de l'équipe présidentielle, il y a certes une vice-présidence déléguée insertion professionnelle. On a aussi un vice-président partenariat université-entreprise, qui est Jean-Marc Yelch, et qui travaille aussi dans ce sens-là. Alors, il ne travaille pas forcément exactement sur les mêmes secteurs, mais on est évidemment concomitants, on se retrouve sur bien des points. Et il est aussi interpellé, notamment par certaines entreprises, pour des demandes spécifiques, éventuellement de création de formation, etc. Et donc, le côté partenariat, tel que l'a pratiqué la fac des sciences du sport, peut, je pense, se transférer à d'autres facs. Alors évidemment, les partenaires de la fac de l'aide ne vont pas être les mêmes que la fac des sciences du sport. Mais tu en as fait l'expérience, je pense, au niveau de la licence pro guide conférencier. Il y a des interlocuteurs, et une fois que la démarche a commencé, c'est effectivement c'est plus facile. Et donc ça peut aussi être utile et ça peut aussi avoir des retombées en fait sur l'ensemble de la fac, soit de lettres, soit de sciences historiques, puisque c'est à cheval sur les deux. Donc pareil, j'ai déjà pris assez longtemps la parole, donc je ne vais pas poursuivre plus longtemps. Et puis en ce qui me concerne, en tout cas, je vous remercie pour la richesse aussi des échanges que nous avons eus. Et puis je redonne le micro à Dominique. Pour le repasser très rapidement, Voilà. Puisque Merci. là, on a inventorié un certain nombre d'attentes, de réalisations, de pratiques, de pratiques aussi, de difficultés ou d'éléments d'encouragement ou de préconisations qui ont pu être faites. Donc on pourrait conclure en demandant à José Rose, effectivement, quel peut être son sentiment global sur ces quelques expériences qu'on a relatées ou ces quelques pistes qu'on a dressées, voir si elles sont en cohérence avec ce qu'il pense être l'intérêt du développement d'une politique d'IP à l'université. Et ça serait aussi le mot de conclusion de sa part. Merci.